À ce jour, c'est la chose la plus terrifiante qui me soit arrivée. Je suis un ancien membre d'une équipe de bûcherons spécialisée dans les feux de forêt, avec beaucoup d'expérience en pleine nature. J'ai passé la majeure partie de 2020 et 2021 à vivre principalement dans une tente au milieu de nulle part la plupart de la semaine. J'ai vu beaucoup de choses étranges et inhabituelles, mais rien de comparable à ce qui suit. En grandissant, je vivais chez mes parents juste en face d'une zone boisée qui menait à une forêt impressionnante de sapins et de chênes. Dans ces bois se trouvaient d'anciennes routes de coupe datant de la fin des années 60 qui s'étendaient sur des kilomètres. Un endroit génial pour grandir et j'y ai passé des heures à explorer. En vieillissant, j'ai commencé à y emmener mon chien pour des courses en soirée. Fin 2017, pendant ma dernière année de lycée, je courais avec mon chien sur l'une de ces routes forestières que j'avais parcourues et explorées dans les moindres recoins quand en tournant un virage, elle s'est soudainement arrêtée net et a refusé d'avancer. Elle était la chienne la plus douce du monde, du genre à courir jouer avec un ours si on la laissait faire, donc c'était très inhabituel. C'était le début du printemps, donc le soleil se couchait encore assez tôt. Il ne faisait pas encore nuit, mais les ombres s'allongeaient. Je ne l'avais jamais entendue grogner de cette façon. Les poils sur son dos étaient dressés et elle bavait presque. Les pumas sont assez communs dans ma région, donc j'étais inquiet, mais les rencontres sont rares. Un peu plus loin devant, à environ 2,50 m de hauteur dans un sapin de bonne taille, j'ai aperçu ce qui ressemblait à quelqu'un qui passait la tête derrière l'arbre pour me regarder. Je n'ai pas pu distinguer de détails, juste une silhouette sombre, vaguement humaine. Dès que je l'ai vue, elle a disparu derrière l'arbre, très brusquement. Une sensation de malaise total m'a envahi, pas vraiment de la terreur ou de la peur, mais une impression horrible, écœurante, comme la sensation que l'on a quand on tombe dans un rêve et qu'on se réveille d'un coup. Puis la silhouette est réapparue, cette fois derrière un autre arbre, plus proche. J'ai immédiatement eu l'impression que j'allais vomir, mes oreilles ont sifflé et mon chien a pratiquement hurlé. Je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Je n'ai jamais revu quoi que ce soit de semblable, même de loin, ni ressenti une sensation pareille. J'ai toujours été un peu attiré par l'idée de la sorcellerie et par l'idée qu'il existe quelque chose de plus dans ce monde que ce que l'on voit. Et quand on passe assez de temps dans la nature, on commence à remarquer des petites choses ici et là. Mais quoi que ce soit que j'ai vu ce jour-là, puma ou non, ça ne voulait clairement pas de moi dans les parages. Pour rendre l'histoire un peu triste, j'y suis retourné avec des amis il y a quelques mois, et il semble que la compagnie forestière qui possède la montagne ait rasé une grande partie de la zone, y compris l'endroit où j'ai vu cette chose. Quand j'étais en 6e, mes deux amis Max et Sarah et moi rentrions de l'école. On est tombé sur un groupe d'autres gamins qui couraient en s'éloignant du parc. On a décidé d'aller voir ce qui se passait et on a réalisé qu'ils ne fuyaient pas le parc, mais les bois derrière le parc. Comme les idiots qu'on était, on a décidé d'aller voir parce qu'on n'y était jamais allé. Bref, on s'est enfoncé dans les bois, peut-être un peu moins d'1,5 km. Il y avait un grand pont là-dedans, l'endroit où les lycéens allaient pour fumer je ne sais quoi. Mais le truc, c'est que plus personne n'y allait depuis quelques années à cause de squatteurs. On est passé sous le pont et on a trouvé 3 symboles de rituels sataniques. On a tout de suite eu un mauvais pressentiment et on a décidé de partir. En s'en allant, on a entendu un énorme caillou frapper le côté du pont. On s'est retourné, rien. On a décidé de courir et on a eu l'impression de courir pendant des heures jusqu'à ce qu'on réalise qu'on était perdu. On tournait à gauche, à droite, encore et encore, pendant ce qui semblait être des heures, jusqu'à ce qu'on retombe sur le pont. On avait fait un énorme cercle. On a essayé d'appeler ma mère pour qu'elle vienne nous chercher, mais on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas de réseau. On était terrifiés, on ne savait pas quoi faire. Il devait être environ 21h30 et nos vieux téléphones pourris étaient morts. On n'avait toujours pas trouvé de sortie. Puis on a entendu des branches se casser derrière nous, comme si quelqu'un courait. On l'entendait de tous les côtés. Et là, on s'est rendu compte que notre amie Sarah avait disparu. On a paniqué. On n'avait aucune idée d'où elle avait pu aller. 1 heure a passé, toujours pas de Sarah. Puis d'un coup, on a entendu un hurlement très fort derrière nous. C'était elle, c'était sûr. On a couru aussi vite qu'on pouvait, et derrière un grand arbre, on l'a trouvée au sol, inconsciente. On a essayé de la réveiller, et elle a fini par ouvrir les yeux, tremblante et terrifiée. On ne l'avait jamais vue comme ça. Elle était recroquevillée en boule, incapable de dire un mot, tremblant comme une feuille. On a décidé de bouger. Max la tenait par l'épaule pendant qu'on marchait à travers les arbres, jusqu'à ce qu'on entende des murmures.
On n'y a pas trop prêté attention. On s'est dit que c'était le vent. 5 minutes plus tard, on a entendu des bruits étranges tout autour de nous, puis on a vu une silhouette qui nous observait derrière un arbre. On a immédiatement couru aussi vite qu'on pouvait. La silhouette nous suivait. On entendait les branches craquer sous ses pas. Sarah était pétrifiée. On courait sans se retourner jusqu'à ce qu'on aperçoive enfin le parc. On a sprinté hors des bois et en se retournant, on a vu un homme ombre d'environ 2 mètres qui nous fixait droit dans les yeux avant de disparaître dans les arbres. À ce jour, on n'a jamais reparlé de cette nuit. Sarah est encore hantée par ce qui lui est arrivé. J'ai 23 ans maintenant et on n'a plus jamais remis les pieds près du parc ou des bois depuis ce soir-là. Cet événement s'est produit quand j'avais environ 6 ans. J'ai une excellente mémoire et je me souviens très précisément de mon enfance à partir de mes 4 ans. Je me rappelle de choses d'avant même l'école avec une précision incroyable et ce que je décris ici est gravé dans mon esprit avec une grande clarté. Quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps dans un camping dans le Sussex. Mes grands-parents, qui s'occupaient de moi et m'ont élevé, y avaient une caravane et nous y allions presque tous les week-ends pendant les vacances scolaires. C'était un endroit assez magique et en contraste total avec le reste de mon enfance et de mon adolescence. Il est responsable de quelques très bons souvenirs. Le camping était considéré comme un endroit sûr. Tout le monde connaissait tout le monde, ce qui signifiait que les enfants comme moi pouvaient jouer dehors bien après la tombée de la nuit, sans risque de se perdre ou de se mettre dans de gros ennuis. Nos parents ou tuteurs n'avaient jamais à s'inquiéter. Nous étions libres d'explorer. Ce camping avait un grand lac au milieu et souvent mon grand-père restait tard pour pêcher de nuit. Un soir en particulier, lui et un ami étaient assis au bord du lac en train de pêcher et moi je jouais seul dans les environs. J'ai attendu un moment pour voir si quelqu'un attraperait un poisson, mais je me suis vite ennuyé et j'ai continué à marcher le long du lac, loin des caravanes. Il faisait assez sombre et il n'y avait plus vraiment de lumière une fois que j'avais marché assez loin, mais le ciel était complètement dégagé et il y avait juste assez de clair de lune pour que je voie où je mettais les pieds. Je me suis arrêté près d'un arbre au bord du lac et sans raison particulière, j'ai décidé de m'en approcher. C'est là que ma mémoire pourtant incroyable flanche un peu. Je me souviens avoir regardé le haut de l'arbre et avoir vu quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je me souviens que ce qui avait attiré mon regard vers cet arbre m'a poussé à me mettre sur la pointe des pieds et à tendre la main vers un coin d'une branche. Puis soudain, alors que je tendais la main, quelque chose m'a attrapé. Je ne plaisante pas. Quelque chose m'a saisi la main et je ne pouvais plus bouger. J'ai ressenti quelque chose que je ne peux comparer qu'à une décharge électrique soudaine. Je me souviens que c'était encore plus perturbant parce que je ne pouvais même plus bouger mes doigts. Toute ma main était engourdie, comme coincée dans du goudron. J'entendais un bruit que j'ai encore du mal à décrire aujourd'hui, une sorte de bourdonnement constant, très grave. Il faisait sombre et en levant les yeux vers ma main, je ne voyais rien. Je ne voyais même pas ma main. Tout était dans l'ombre. Tout ce que je pouvais distinguer, c'était une sorte de mouvement frénétique juste au-dessus de mon poignet. Je voyais ce qui ressemblait aux extrémités de quelque chose de sombre, bougeant très rapidement. J'ai essayé de tirer ma main pour la libérer, mais peu importe mes efforts, je ne pouvais pas la dégager. Je me souviens très précisément de ce choc soudain, de la prise et de cet engourdissement étrange. À ce moment-là, quand j'ai compris que je ne pouvais pas me libérer, j'ai hurlé à l'aide. Je veux dire vraiment hurler de toutes mes forces. Mais personne n'est venu, alors qu'il y avait des caravanes et mon grand-père avec son ami à environ 15 mètres. Personne n'est venu. Alors que la panique totale montait, ma main s'est enfin libérée et je suis tombé en arrière. En regardant l'arbre au-dessus de moi, je ne voyais toujours rien. La sensation était revenue dans ma main et j'ai couru vers les caravanes pour regarder mon bras. Arrivé dans la lumière, j'ai regardé mon bras. Il était légèrement rouge, mais rien d'autre, pas de marque, rien. La peau était juste un peu étrange, comme hypersensible. J'ai crié à mon grand-père pour lui demander pourquoi il ne m'avait pas entendu, mais il n'a pas réagi. Lui et son ami étaient juste assis là. Complètement paniqué, j'ai couru vers la caravane où je savais que ma grand-mère était avec la femme de l'ami de mon grand-père en train de regarder la télé. Je suis entré en trombe, complètement bouleversé. Je me souviens lui avoir demandé si elle m'avait entendu hurler, mais bizarrement, elle semblait complètement indifférente. J'essayais d'expliquer, mais elle et son ami restaient là, à regarder la télé comme si elles étaient hypnotisées.
Je suis ressorti et j'ai continué à regarder ma main et mon bras. Puis je suis retourné à la caravane et j'ai regardé à travers la vitre ma grand-mère et son amie, complètement terrifiés que tout le monde semble inconscient ou insensible à ce qui venait de m'arriver. Je pleurais maintenant, assis dans l'herbe, essayant de comprendre ce qui se passait. Environ 2 minutes plus tard, l'ami de ma grand-mère est sorti et m'a demandé ce qui n'allait pas. Enfin quelqu'un revenait à lui, pensais-je. J'ai essayé de lui expliquer, elle m'a emmené à l'intérieur et a regardé mon bras sans comprendre elle-même. Elle voyait que j'étais vraiment bouleversée et a décidé, peut-être pour me calmer, de m'enrouler le bras et la main dans un bandage. Ma grand-mère m'a ensuite ramené à notre caravane et m'a mis au lit. J'ai très mal dormi. Je me souviens m'être tourné et retourné toute la nuit, mon esprit en vrac, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je me suis endormi en pleurant parce que rien n'avait de sens. Je me suis réveillé très tard le matin. J'avais dû finir par sombrer dans un sommeil profond. En me levant, j'ai vu que mon oreiller était couvert de sang. Je me suis précipité vers le miroir et j'ai vu ma lèvre supérieure et mon nez recouverts de sang séché. J'avais eu un énorme saignement de nez pendant la nuit. Puis je me suis souvenu du bandage. Je l'ai retiré, terrifié de ce que j'allais trouver. Et il n'y avait rien, pas de marque, pas de rougeur, aucune trace. La seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir regardé le bandage de très près et d'y avoir vu plein de minuscules points noirs, mais rien d'autre. Toute cette histoire a été rapidement oubliée par tout le monde sauf moi. Mes grands-parents n'étaient pas vraiment du genre à parler de ce genre de choses étranges, donc j'avais peur d'en reparler. Pour finir, je dirais que depuis ce jour, de temps en temps, je ressens une douleur très intense dans cette même main et ce même poignet, au point de ne plus pouvoir porter quoi que ce soit. La douleur vient et repart au hasard, parfois disparaissant pendant des années, mais elle existe toujours aujourd'hui. J'ai grandi dans les bois, à camper, pêcher, chasser. Je suis habitué à tout. J'ai vu presque tout ce qu'il y a à voir. Plus rien ne me fait peur. Il y a une dizaine d'années, ma femme et moi avons loué un chalet dans un camping pour le tester. C'était le dernier d'un groupe de 3, en bordure de forêt, tout au fond du camping. L'endroit n'était pourtant pas si isolé. Nous avions du réseau téléphonique, c'était près de Bedford, en Pennsylvanie. Le camping était très peu fréquenté. Nous avons fait notre feu de camp habituel ce soir-là, sans problème, rien d'étrange. Je me souviens avoir vu un écureuil volant passer en trombe, ce qui est assez rare, mais plutôt impressionnant. On a éteint le feu, ma femme est rentrée dans le chalet pour se préparer à dormir. Le chalet avait une petite véranda ouverte avec une lumière. Je suis rentrée, mais mon cousin a appelé au téléphone. Alors je suis sortie sur la véranda pour parler. Je me souviens seulement d'avoir fait le tour de la véranda en parlant, et quand je suis arrivée à l'autre bout, face à la lisière de la forêt, je me suis figée. J'en ai la chair de poule rien qu'en écrivant ça. C'était une petite créature bipède grise. Elle me fixait sans bouger. Elle ne mesurait pas plus de 60 cm. C'est surtout sa couleur qui m'a interpellée. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Elle se détachait tellement dans l'obscurité. Je ne distinguais pas ses traits, mais j'ai reculé lentement vers la porte sans la quitter des yeux. Elle se trouvait juste à côté du porche, à l'ombre, à environ 1,5 m, à la lisière du bois. Ma femme m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vue aussi terrifiée. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Mon cousin a dit que je suis resté muet, puis j'ai raccroché. Je suis ressorti une trentaine de minutes plus tard et c'était parti. Le lendemain matin, tout allait bien. On a fait une randonnée, puis on est rentré déjeuner. Après le déjeuner, on était de nouveau à l'intérieur du chalet quand tout s'est mis à trembler et un bruit assourdissant a retenti au-dessus de nous. Ça n'a duré que quelques secondes. Je suis sorti, j'ai vu quelques personnes qui regardaient autour d'elles. Des avions de chasse volaient très bas au-dessus de la zone. Impossible de savoir s'ils cherchaient quelque chose ou s'il s'agissait d'un exercice militaire classique, mais c'était flippant. On est parti juste après leur passage répété. Nous sommes retournés dans ce camping depuis, et rien d'étrange ne s'est jamais produit. Par contre, je ne loge pas dans ce chalet. J'aime la randonnée. J'ai commencé à en faire pour me remettre en forme après mon accouchement. C'était assez facile pour moi, mais je pouvais aussi augmenter la difficulté si besoin. Je fais souvent de la randonnée sur un sentier en dehors de la ville. Il est assez fréquenté, mais le terrain est assez accidenté, donc il faut être en forme pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas pour tout le monde.
C'est en pleine campagne, à quelques maisons de là, parfois même à quelques mètres du sentier. Ce n'est pas le fin fond de la campagne, et c'est quand même un peu isolé. Mais comme je l'ai dit, je connais bien l'endroit. Je peux m'y repérer sans aide, et je randonne seul plus souvent que je ne devrais. Il y a 2 jours, j'ai décidé d'y aller. Mon ami était au travail, donc j'étais encore seul. J'arrive, je me prépare à sortir de la voiture et je m'engage sur le sentier. J'ai immédiatement remarqué un bourdonnement lointain, un peu comme si un gros insecte volant me suivait. Pas grave, j'ai continué. J'ai quitté le sentier principal pour un embranchement longeant un petit lac, et là j'ai entendu des coups. Le bourdonnement, lui, n'avait pas cessé. Je me suis arrêté pour chercher d'où venait ce bruit. Je suis resté planté là 1 minute, un drôle de pressentiment m'envahissant. J'ai repris ma route. Le bourdonnement s'est intensifié. J'ai continué un peu plus loin. C'était de plus en plus fort. J'ai commencé à ralentir et j'ai réalisé que ce bourdonnement semblait venir de l'intérieur de mon oreille. Je pouvais presque en ressentir les vibrations. Puis en approchant du bout du sentier, j'ai eu cette sensation étrange, comme quand on voit quelque chose sur le point de nous percuter, mais qu'on ne peut pas l'éviter. Il faut juste s'y préparer. J'ai ressenti ça et je me suis finalement arrêté net en me demandant « Est-ce que c'est de la peur ?» Ça m'a fait faire demi-tour. Je sentais que je devais partir immédiatement. Je suis redescendu vers le point de départ du sentier. Le bruit s'intensifiait. On aurait dit que toute la forêt était devenue plus bruyante. Bruissement de feuilles, chants d'oiseaux, craquements d'arbres. J'étais probablement en train de paniquer. Mais alors que je reprenais le sentier principal, j'ai cru voir quelque chose passer derrière moi. Je ne sais pas quoi, c'était juste du coin de l'œil. Quand la lumière est apparue à la sortie de la canopée, le bruit s'est estompé et quand je suis monté dans ma voiture, il avait disparu. Je suis même ressorti pour voir si je l'entendais encore, rien. Maintenant, je me demande juste, qu'est-ce qui vient de se passer ? Je n'arrête pas d'y penser. Cet endroit ne m'a jamais paru aussi étrange. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir la chair de poule en y allant seul, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde n'importe où quand on est seul. Ce n'était pas assez effrayant pour m'empêcher d'y aller seul, jusqu'à maintenant. Je vis dans la baie de San Francisco et je fais souvent des activités de plein air. La semaine dernière, j'ai passé 2 nuits à Stinson Beach pour randonner. J'ai choisi des jours tranquilles, puis je suis parti très tôt pour aller plus loin que d'habitude dans le parc du mont Tamalpais. J'ai pris un chemin forestier très raide, Willowcombe Firewood, qui rejoint le sentier côtier, puis j'ai voulu atteindre Bonina Switch avant de redescendre par Matt Davis. Après avoir gravi environ 3 km sur une pente quasi verticale en plein soleil, je suis arrivé dans une zone boisée et fraîche, ce qui fut un soulagement. Sur la piste forestière, j'avais mes AirPods dans les oreilles et j'écoutais un podcast sans intérêt pour me distraire de la verticalité vertigineuse de la montée. Je me disais que ce n'était pas grave car ce n'était même pas vraiment la nature sauvage, juste une piste forestière derrière une ville. Une fois dans la forêt, j'ai enlevé mes AirPods pour mieux rester attentive à mon environnement et profiter du calme de la nature. J'ai immédiatement ressenti un malaise. La forêt était très sombre et brumeuse à cause du brouillard marin. C'est magnifique et assez courant, mais cette sensation de nervosité dans un endroit pourtant loin d'être isolé était nouvelle. Je ne me souviens pas avoir jamais paniqué aussi soudainement en forêt. Il n'y avait ni chant d'oiseaux, ni un souffle de vent. J'ai aussitôt pensé aux ours, aux pumas, etc., qui pourraient expliquer ce silence. J'ai gardé les yeux grands ouverts en traversant la partie boisée et j'ai aperçu une autre clairière plus haut sur le flanc de la colline. Je m'y suis précipité et dans ma hâte, j'ai failli marcher sur une ruche tombée en plein milieu du sentier. Après un moment de panique, j'ai réalisé que la ruche était inactive, une belle découverte. Je me suis donc accroupi pour l'observer. À côté, il y avait quelques plus gros morceaux de rayons de miel, bien conservés et secs, alors j'en ai mis un petit morceau dans mon sac à dos en souvenir. Tout en continuant à travailler accroupi, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine et je me suis arrêté net pour scruter les bois. Une personne se tenait à environ 5 mètres de moi, partiellement dissimulée derrière un arbre. Pris de panique, j'ai lâché un « Oh merde !» et je me suis redressé d'un bond. La personne n'a pas bougé. En regardant de plus près, j'ai clairement vu qu'il s'agissait d'un Amérindien portant un collier de perles blanches et de longs cheveux noirs. J'ai même fait un signe de la main maladroit et j'ai souri un peu. Cette personne paraissait tellement réelle. Aussitôt mon geste terminé, elle a disparu. Bien sûr, je suis restée là, confuse et un peu gênée.
À ce moment-là, je me demandais vraiment si je rêvais. Je ne voyais pas son visage, caché par l'ombre de l'arbre, et je n'entendais aucun pas. Mon esprit s'emballait. Que se passe-t-il? Mais une autre intuition, au fond de moi, me disait que c'était autre chose. J'ai continué à marcher avec l'objectif d'atteindre la clairière et de rejoindre le sentier principal, plus exposé à l'air libre et offrant une bonne visibilité hors de la forêt dense. Pendant le kilomètre suivant, j'ai ressenti une panique grandissante. Je regardais au loin, à gauche ou à droite, et j'apercevais cette personne. C'était toujours la même, immobile dans les bois de part et d'autre du sentier. Je ne voyais pas son visage, elle ne disait rien, et je me suis mise à marcher de plus en plus vite, en larmes, haletante, craignant d'être suivie, seule en pleine nature, ou tout simplement de perdre la raison. Je l'ai revue 3 fois après cette première rencontre. Je n'ai croisé aucun autre randonneur pendant les 2 heures que j'ai passées en montagne. Précisons qu'il s'agit d'un réseau de sentiers très fréquenté, loin de toute réserve ou communauté autochtone. Dès que j'ai aperçu l'herbe jaune à travers les arbres, signalant le début du sentier côtier, j'ai foncé à travers les bois pour rejoindre la clairière. À peine avais-je posé le pied sur le sentier que j'ai baissé les yeux, et en plein milieu, il y avait une souris morte. Ses entrailles étaient éparpillées autour d'elle, comme si elle avait été écrasée par quelque chose de lourd venu d'en haut. J'ai écourté ma randonnée et suis rentré à Stinson Beach par le chemin inverse. Je n'ai plus revu cette personne, mais j'étais tellement paniqué que j'ai quasiment couru jusqu'en ville. Je vais raconter l'histoire effrayante de mon amie, appelons-la Judy, son chien Kinsley et moi lors d'une randonnée nocturne sur le versant sud-ouest du mont Hood, à la fin de l'automne, il y a environ 2 ans. Je précise d'abord que son chien est un berger anatolien, une race connue pour être extrêmement protectrice et intrépide. Ça deviendra important plus tard. Je connaissais Judy depuis peu, et c'était peut-être notre 2e ou 3e petite sortie en pleine nature ensemble. Nous étions devenus amis en grande partie grâce à notre amour commun pour l'aventure et les grands espaces. Elle a grandi dans la vallée de Willamette, en Oregon, et passe beaucoup de son temps libre à camper ou à faire des randonnées en solo. J'ai été guide de survie en milieu sauvage et j'ai des années d'expérience dans des zones reculées, en groupe ou seul. Ni elle ni moi ne sommes du genre à nous effrayer facilement et nous connaissons bien les bruits étranges et les visions inhabituelles de la nature. Ce soir-là, notre intention était de faire une courte randonnée dans la neige pour laisser Kinsley se défouler. J'ai pris une route forestière que j'avais empruntée des dizaines de fois, près d'une zone où je fais souvent de la cueillette en été. Nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route forestière pour nous équiper, enfiler les combinaisons, changer de bottes, vérifier que nous avions des rechanges et des kits de survie. À cette altitude, la météo peut changer très vite, donc je préfère toujours être prudente. Il n'y avait aucune trace de véhicule aussi haut, ce qui n'est pas surprenant car la neige était déjà profonde et seuls les 4x4 à grand dégagement pouvaient passer ou les motoneiges. La première chose que je fais toujours avant de partir, c'est vérifier la présence de prédateurs, y compris humains. J'ai marché soigneusement dans un rayon de 20 à 30 mètres autour de ma voiture pour chercher des traces. Il y avait des traces de ski et de raquettes, mais elles étaient probablement vieilles d'1 semaine, presque effacées par une fine couche de neige tombée quelques jours plus tôt. Ces traces restaient sur la route ou juste à côté. Aucune ne s'enfonçait dans les arbres. Il y avait aussi des dizaines de traces d'animaux, beaucoup d'oiseaux et énormément de lièvres. Je n'ai vu aucune trace de cougar ou d'ours, donc je me suis détendu un peu et j'ai commencé à revenir vers ma voiture où Judy finissait de s'habiller. En revenant, je me suis légèrement décalé de mon propre chemin et j'ai remarqué quelques traces étranges dans la neige. Au début, j'ai pensé que c'était des raquettes pour enfants, mais la forme n'était pas tout à fait correcte. Je me suis penché pour regarder. Je me suis dit que ça devait être des surchaussures parce que c'était trop court pour des raquettes, mais trop large pour une botte normale. Puis j'ai remarqué quelque chose d'extrêmement bizarre, tellement bizarre que ça n'a même pas fait tilt immédiatement. Les traces semblaient avoir des orteils. Je n'en voyais que 4, mais un 5e se confondait peut-être avec le dernier. Autre détail étrange, ces traces étaient assez fraîches. Elles n'étaient pas recouvertes comme les autres traces de ski et de raquettes. Et encore plus étrange, il n'y en avait que 5 ou 6. Elles apparaissaient et disparaissaient comme sorties de nulle part. En me redressant, j'ai remarqué qu'elles étaient aussi très espacées les unes des autres. J'ai écarté les jambes pour essayer de mesurer la foulée, et j'étais stupéfaite. Je fais presque 1,78 m et j'ai de longues jambes, et j'avais l'impression de faire le grand écart pour atteindre l'écart entre 2 traces.
J'ai appelé Jody, mais je lui ai demandé de garder Kingsley près de la voiture pour ne pas abîmer les traces. Elle est venue et m'a regardé bizarrement jusqu'à ce que je lui montre mes pieds. Elle a vu les traces et a froncé les sourcils en essayant de comprendre ce que ça pouvait être. Elle n'a pas beaucoup d'expérience en pistage, donc je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait une réponse, et j'avais besoin que quelqu'un d'autre voie ce que je voyais, pour vérifier que je n'hallucinais pas. Je suis resté près des traces et je lui ai demandé d'aller un peu plus loin pour voir si elle en trouvait d'autres. Elle a marché sur une vingtaine de mètres, puis est revenue. À mi-chemin, elle s'est arrêtée et s'est penchée pour regarder quelque chose à côté des traces mystérieuses. Je me suis approché et à environ 1,50 m d'elle, j'ai vu ce qui l'intriguait. Il y avait d'autres traces, presque identiques aux premières, mais plus petites. Les grandes traces faisaient environ 43 à 45 cm de long et les petites environ 20 à 25 cm. Les petites auraient pu passer pour des bottes d'hiver d'adultes, sauf pour les 4 ou 5 orteils. Nous avons essayé de prendre une photo, mais la neige renvoyait trop de lumière. Nous nous sommes regardés et j'ai dit en plaisantant « Bon, je suppose que c'est Sasquatch et bébé Sasquatch ». Elle a ri et a acquiescé, parce qu'après avoir éliminé toutes les possibilités raisonnables, nous n'avions plus d'explication logique. À ce stade, rien ne semblait inquiétant et nous étions enthousiastes à l'idée d'explorer les congères et les pistes d'animaux. Nous avons récupéré Kingsley et avons pris un ancien chemin forestier désaffecté qui bifurquait de la route. Ce chemin montait légèrement vers l'est. Kingsley s'amusait comme un fou à sauter sur les petites buttes de neige pendant une 60aine de mètres. La zone autour du chemin était assez dégagée. Je pense que j'avais garé la voiture près d'une petite vallée et ce chemin montait très doucement. Donc il y avait peu d'arbres, contrairement à l'autre côté de la voiture où la forêt était dense. La lune était presque pleine, donc la nuit était très lumineuse et la neige éclatante. Nous n'avions même pas besoin de nos lampes si nous restions sur le chemin. Je me suis arrêté un moment pour admirer la beauté du paysage, respirer l'odeur de l'hiver et apprécier le silence. Je ressentais une joie profonde et de la gratitude d'être dans un endroit aussi magnifique. J'avais emporté un petit paquet contenant une bouteille de whisky de 30 000 litres comme offrande à la terre, encore une tradition de ma grand-mère. Je me suis éloigné un peu du chemin et j'ai trouvé une vieille souche avec une surface plate. J'y ai posé mon paquet et j'ai versé le whisky. J'ai appelé Jody qui était un peu plus loin avec Kingsley. Je lui ai dit que j'allais faire un chant rituel et que ça pourrait lui sembler étrange, mais elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. J'ai fait un chant court en 3 parties pour exprimer la joie et la gratitude. Mon esprit a vagabondé un instant vers les traces dans la neige en appréciant le fait de partager une découverte aussi étrange avec une nouvelle amie. Kingsley s'est arrêté pour me regarder, mais n'a pas semblé inquiet, et Jody a dit que ce n'était pas si bizarre. J'ai donc laissé tomber la petite gêne que je ressentais et je suis retourné sur le chemin. Kingsley et Jody sont restés environ 6 mètres devant moi pendant encore 1 minute ou 2, puis elle s'est arrêtée et m'a attendu. Nous sommes restés là à regarder autour de nous un moment. Elle a commenté à quel point c'était beau et à quel point Kingsley était adorable dans la neige. Je ne sais toujours pas ce qui a changé, mais pour une raison quelconque, j'ai lâché d'un coup que je pensais qu'on devait rentrer. Nous n'avions passé qu'une fraction du temps prévu à marcher et nous étions à peine éloignés de la voiture. Mais Jody ne m'a pas questionné et a dit que ça lui semblait une bonne idée. Alors nous avons commencé notre court retour vers la route principale. Nous n'avons pas parlé du tout jusqu'à atteindre la voiture. Nous nous sommes arrêtés au coffre pour enlever nos vêtements de neige, mais après l'avoir ouvert, je me suis retourné et j'ai fixé un point derrière Jody et Kingsley. Puis je l'ai regardé et j'ai demandé « Est-ce que tu trouves que quelque chose cloche ?» Elle s'est contentée de répéter ce que j'avais dit plus tôt, qu'elle pensait qu'il était temps de partir. Mon anxiété montant inexplicablement, j'ai fermé le coffre et dit « Oui, tu as raison. Il fait assez froid, on peut garder nos combinaisons. » Tout pour partir plus vite, c'était mon seul objectif. Et c'est là que les choses ont pris un tournant brutal. Kingsley faisait face à la voiture, mais après que j'ai fermé le coffre, il s'est retourné d'un coup et a fixé la même direction que moi quelques instants plus tôt. Il a laissé échapper un grognement grave et ses poils se sont hérissés de la nuque jusqu'au bout de sa queue qui était raide et pointée vers le sol. Ça a duré 2 secondes avant qu'il ne rentre sa queue et commence à gémir. Les poils sur ma nuque se sont dressés et je n'ai pas pu avaler pendant un instant. J'ai eu l'impression que mon souffle m'avait quitté. Kingsley avait une place dans ma banquette arrière côté passager, alors Jody a ouvert la porte pour le faire monter. Il s'est rapproché d'elle, mais refusait de se retourner pour sauter. Il continuait simplement à fixer derrière elle, vers la partie la plus dense de la forêt, que rentrait, gémissant. À ce stade, nous étions toutes les deux vraiment effrayées.
J'ai braqué ma lampe frontale dans les arbres derrière Jody, cherchant des yeux réfléchissants du sol jusqu'aux branches les plus hautes. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était probablement pas un mammifère prédateur. Kingsley n'aurait jamais gémi ou rentré la queue pour un cougar, un ours ou un humain. J'ai pris une grande inspiration, cherchant une explication rationnelle à son comportement soudain. J'ai pensé qu'il avait peut-être marché sur quelque chose ou s'était coupé la patte. Alors j'ai suggéré à Jody de vérifier ses pattes et de palper tout son corps. Kingsley a rendu l'examen difficile. Il restait complètement rigide et refusait de se tourner. Jody a dû se glisser entre lui et la voiture pour vérifier ses pattes arrière. Il ne bougeait pas d'un centimètre. Elle n'a rien trouvé. Pas de blessure, pas de sang dans la neige. Son comportement commençait vraiment à m'inquiéter et encore une fois, je n'avais presque plus d'explication rationnelle. La dernière idée que j'ai eue, c'est qu'il était peut-être nerveux d'être dans un nouvel endroit, avec une nouvelle personne, moi, et un nouveau véhicule. Mais connaissant sa race et son comportement, lors de nos autres sorties, ça ne collait pas. Nous étions un peu perdus sur ce qu'il fallait faire, puisqu'il restait rigide, fixant toujours derrière Jody. Elle a essayé de le faire monter, même avec des friandises. Je devenais de plus en plus mal à l'aise, et la sensation de malaise montait. J'ai proposé que je monte dans la voiture et démarre le moteur pour qu'il comprenne qu'il était temps d'y aller. Je me suis installé au volant, moteur allumé, chauffage à fond. Jody a continué à lutter avec Kingsley pendant encore quelques minutes avant d'abandonner les tentatives de persuasion. Elle a fini par soulever son avant-train pour l'aligner avec la voiture, puis a posé ses pattes avant sur le plancher de la banquette. Il restait raide comme une planche, gémissant. J'ai essayé de lui mettre un morceau de viande séchée sous le nez pour l'encourager à entrer complètement. Il n'en avait rien à faire et la panique est revenue en force. J'ai jeté un coup d'œil derrière Jody pour vérifier qu'il n'y avait rien, mais j'étais trop effrayé pour regarder attentivement. Je ne voulais vraiment rien voir. Elle a finalement dû le pousser par les coudes pour le faire entrer, puis soulever son arrière-train pour le mettre complètement dans la voiture. Une fois Jody installé à l'avant et toutes les portes fermées, Kingsley s'est un peu détendu et s'est assis sur sa couverture, la tête poussée entre nos sièges. Il continue à gémir. Une fois à l'intérieur, la panique a commencé à retomber. Comme je me sentais un peu plus en sécurité parce que je suis généralement rationnelle mais curieuse, je lui ai demandé si elle accepterait qu'on reste un peu dans la voiture pour voir si quelque chose ou quelqu'un apparaissait. Elle a accepté, avouant qu'elle était aussi curieuse de savoir si une meute de loups ou un autre grand animal se cachait quelque part. Nous sommes restés silencieuses. Quelques minutes ont passé, la lune commençait à descendre derrière les arbres, alors j'ai allumé les phares. Tout semblait se calmer, même le chien a cessé de gémir pendant environ 5 minutes. J'ai mis les pleins phares pour mieux voir la ligne des arbres, cherchant le reflet d'yeux de cougar. Ça n'a rien donné, alors j'ai baissé la vitre et sorti ma main avec ma lampe frontale à pleine puissance. J'ai balayé la ligne des arbres jusqu'à ce que ma main ne supporte plus le froid. Encore 5 minutes ont passé, quand soudain une sensation de terreur absolue m'a frappé. Les poils sur ma nuque se sont dressés, ma respiration est devenue courte et Kingsley s'est remis à gémir bruyamment en se balançant sur son siège. Jody m'a regardé avec de grands yeux, confuse. J'ai secoué la tête et éteint le chauffage pour écouter. Je déteste céder à la panique et j'étais rongé par la curiosité de comprendre ce qui pouvait effrayer un chien gardien de cette taille. Mais malgré mes efforts, quelque chose en moi a basculé. Il était temps de partir, point final. J'ai mis la voiture en marche et commencé à descendre la montagne. La panique empirait. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Après une minute de descente, une vague de panique a envahi la voiture. Kingsley a essayé de grimper à l'avant avec nous, gémissant comme un fou, et Jody a à peine réussi à le retenir en me demandant d'accélérer. La seule autre fois où j'ai ressenti ce type de réaction, c'était enfant, en jouant à cache-cache dehors la nuit, mais amplifié 1000 fois. La sensation d'être caché, le chercheur juste à côté, et vous retenez votre souffle. Sauf que je ne pouvais pas fermer les yeux, je devais regarder la route et accélérer. J'ai demandé à Jody de prendre un petit paquet d'herbes séchées dans la boîte à gants. Je lui ai dit de l'allumer et d'entrouvrir la fenêtre, espérant que l'odeur nous calmerait et peut-être éloignerait ceux qui nous suivaient. Mais elle n'arrivait pas à allumer le briquet. Elle a dû utiliser 3 ou 4 allumettes et ça fumait à peine. Elle a abandonné et nous avons descendu la montagne en silence, sauf les gémissements persistants de Kingsley. Je me suis sentie chanceuse d'être descendue sans encombre vu la vitesse. J'ai expiré longuement, soulagée. Jody a lâché un petit rire avant de dire « Bon, tu n'as plus jamais le droit de faire des chants traditionnels dans la forêt avec moi. » Ça a dissipé le reste de l'angoisse et nous avons pu en rire sur la route du retour. Pendant 1 heure, nous avons passé en revue tout ce qui s'était passé, cherchant des explications rationnelles, aussi insaisissables que ceux qui nous avaient peut-être poursuivis. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce que c'était ni pourquoi.
Nous n'étions pas dans un état d'esprit propice à la peur. Nous ne racontions pas d'histoires de fantômes. Et même si nous sommes ouvertes d'esprit, nous ne sommes pas du genre à imaginer des choses extravagantes. Au final, quelle que soit l'explication, le comportement de Kingsley est ce qui rend tout ça si difficile à rationaliser. Tout ce que je peux dire, c'est que pression atmosphérique, Sasquatch ou extraterrestre, la vie est bien plus intéressante avec un peu de mystère. Pendant le week-end de la fête du travail, il y a 7 ans, j'ai vécu l'expérience la plus marquante de ma vie, seul dans les bois. 2 fois par an, je retrouve des amis très proches pour camper dans une zone isolée, au cœur du pays Amish, dans l'est de l'Ohio. Le terrain est privé, très grand, et sert de club de plein air. On peut y faire de la randonnée, nager, pêcher, tirer au stand de tir, et il y a plusieurs abris. Certains ont l'électricité, un autre a même des toilettes et une cuisine. Il ne manque que des douches. De l'extérieur, on dirait juste un chemin fermé pour des machines agricoles. C'est l'endroit parfait pour se déconnecter. Aucun réseau téléphonique, et la ville la plus proche est à 20 minutes. Le chemin descend dans un ravin puis s'ouvre sur une grande prairie entourée de collines boisées. Là, on trouve les abris, les stands de tir, un lac et un passage qui mène à notre zone de camping cachée derrière les arbres. On y installe nos tentes autour d'un grand feu de camp. Moi, je mets toujours mon hamac dans les pins au sud. Derrière les tentes, des sentiers descendent vers un petit ravin avec des cascades et un ruisseau qui relie le premier lac à un deuxième à environ 800 mètres. Parfois, des enfants amish viennent y nager. C'est un endroit très calme, avec beaucoup d'oiseaux. Un jour, chez mes amis, j'ai entendu parler d'un 3e lac, encore plus loin. Je n'en avais jamais entendu parler. Le club ne le possédait plus, car c'était devenu un marécage et personne n'y allait. J'ai commencé à rêver d'y attraper un poisson énorme. On a déjà attrapé de très beaux poissons dans les autres lacs. Pour le week-end de la fête du travail, j'ai préparé mon sac avec soin. J'étais prêt à partir à l'aventure. Le samedi matin, on a parlé des plans de la journée. Nous étions 12 en tout, 5 adultes et 7 enfants. Les autres étaient lents à se préparer, alors ils sont montés à un abri au nord. Moi, trop impatient, je suis parti seul. Arrivé au 2e lac, j'ai trouvé un sentier de cerf qui semblait rester sur la terre ferme. Beaucoup de ronces et de lianes, mais j'avais ma machette. Après 20 minutes, je suis arrivé dans des roseaux, puis j'ai vu le 3e lac, intact, magnifique. C'était paradisiaque. J'ai ouvert mon sac pour préparer ma canne, mais je me suis senti désorienté. Je fouillais, j'oubliais ce que je cherchais, je recommençais. Finalement, j'ai monté un équipement pas terrible, mais suffisant. J'ai essayé plusieurs endroits, plusieurs leurres, rien, pas une touche. La confusion augmentait et je devenais étrangement en colère, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai abandonné et j'ai commencé à repartir. Plus je m'approchais des roseaux, plus je me sentais perdu. J'ai même pensé à un coup de chaleur, mais il ne faisait pas si chaud. J'étais hydraté et je n'avais pas bu d'alcool. Rien n'expliquait ce malaise. En entrant dans les roseaux, une odeur horrible m'a donné la nausée, puis quelque chose de très grand a couru à côté de moi et a frappé mon bras, faisant tomber ma machette. J'ai pensé à un cerf, mais je n'ai rien vu. Le silence était total, le seul bruit venait de moi. Le ciel avait un aspect étrange, comme si je me trouvais dans un cristal transparent ou que l'espace se déformait. J'ai paniqué et j'ai couru. Les 15 mètres de roseaux ont semblé durer une éternité. J'étais épuisé, j'ai vomi. Le bruit était assourdissant dans ce silence. Quelque chose me poursuivait. Ça courait très vite, changeait de direction, mais je ne voyais rien. Par moments, j'avais l'impression de voir une forme transparente, bipède, comme invisible. Les branches me coupaient la peau. Je saignais, surtout à la tête. Je me suis demandé si la chose me préparait pour me manger. Je n'étais plus sur le sentier du cerf. J'avais peur de ne jamais retrouver le camp. Finalement, la chose a arrêté de me suivre et je suis arrivé sur un côté du 2e lac où je n'étais jamais allé. La seule sortie était de nager. J'ai attaché ma chemise autour de ma tête et j'ai plongé. Je saignais, l'eau était trouble, j'avais peur, mais j'ai nagé comme jamais. De l'autre côté, j'ai entendu ma meilleure amie m'appeler. Mais sa voix venait du mauvais côté et elle n'aurait jamais été là. Personne n'aurait été là. C'était impossible d'atteindre cet endroit sans équipement. Elle a répété mon nom plus fort, toujours depuis ce lieu impossible. La 3e fois, sa voix sonnait comme un enregistrement. J'ai couru jusqu'au camp. Quand je suis arrivé, tout le monde m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Ils ont dit que je n'étais parti qu'1h30. Personne ne m'avait appelé. Le soir, j'ai dormi dans la tente de mes amis, pas dans un hamac. Un des garçons a remarqué que j'étais encore très perturbé. Je lui ai raconté toute l'histoire.
Pendant que je parlais, on a eu l'impression que quelque chose tournait autour du camp. Il a pris son fusil. À 3 heures du matin, on a entendu un cri horrible, métallique, venant du ravin. Je connais les cris des animaux. Ce n'était rien de normal. Le lendemain, on est retourné au 3e lac. Aucun signe, aucune trace, pas de machette. Tout était normal, la nature faisait du bruit comme d'habitude. Je suis revenu camper plusieurs fois depuis, mais jamais seul, et je ne dors plus dans mon hamac. Mes amis aussi trouvent que l'endroit a une ambiance étrange maintenant. On dort tous dans un abri fermé, plus loin des arbres. Il y a environ 2 ans, mon fiancé et moi sommes allés camper dans un petit parc d'État du Midwest. Ce parc est connu pour ses sentiers de randonnée courts et adaptés aux familles, ainsi que pour un petit ruisseau où les enfants peuvent jouer. Le terrain de camping se trouve à 4-5 minutes en voiture de cette zone, et il n'existe aucun sentier reliant directement l'aire de loisirs au camping. Il y a un seul long sentier qui commence après le tout dernier emplacement, mais il ne mène nulle part. On fait simplement demi-tour et on revient en camping. Le dernier jour, mon fiancé et moi avons décidé de marcher sur ce sentier. À ce moment-là, tous les autres emplacements étaient vides et nous avions passé la nuit précédente complètement seuls. C'était en automne, donc le sol était couvert de feuilles et il y avait du vent. Environ un tiers du chemin, nous avons commencé à entendre des bruissements derrière nous. Nous nous sommes retournés et avons remarqué qu'une femme marchait derrière nous. Rien d'inquiétant, nous avons juste jeté un coup d'œil et continué, mais les bruissements se sont intensifiés. Cette femme marchait rapidement vers nous et se trouvait maintenant à environ 4 mètres de nous. Une chose m'a frappé. Elle ne portait pas du tout une tenue de randonnée. Elle portait un cardigan rouge boutonné, un jean blanc très ajusté, une ceinture noire et ses cheveux roux étaient soigneusement bouclés, comme une coiffure des années 1940. Elle semblait avoir la trentaine et était maquillée. C'était tellement étrange pour moi de voir cette femme marcher à vive allure, seule sur ce sentier. Même si elle venait de l'aire de loisirs, ce n'est pas le genre de parc où l'on organise des anniversaires. Les gens portent généralement des vêtements de sport, pas des jeans blancs. Ils emmènent leurs enfants pour qu'ils se mouillent et se salissent près du ruisseau. Après environ 3 minutes de plus à l'entendre marcher derrière nous, les bruissements se sont arrêtés. Je ne voulais pas me retourner sans cesse, car cela me semblait impoli, si c'était simplement une femme innocente. Mais nous avons fini par regarder en arrière, et elle avait disparu. Même si elle avait fait demi-tour 5 minutes avant que nous nous retournions, elle aurait dû être encore visible, mais il n'y avait rien. Nous nous sommes retournés à nouveau. Tous les emplacements étaient toujours vides, sauf le nôtre. Nous sommes allés au parking juste après la randonnée pour récupérer quelques affaires. Il n'y avait aucune autre voiture. Je suis convaincu que nous avons été suivis par un fantôme. Il s'agit d'un événement qui s'est produit l'an dernier lors d'un séjour en camping sur l'île de Vancouver et qui est lié à quelque chose qui me poursuit actuellement. Je me suis habitué aux phénomènes étranges et anormaux. J'ai vécu dans une maison qui a été perquisitionnée dans les années 40 et où une famille est décédée. Il m'arrivait de me réveiller la nuit au son des pleurs d'un bébé, mais cette fois-ci j'ai l'impression que c'est malveillant. Je vais commencer par expliquer pourquoi je pense que c'est paranormal. Je suis autochtone et ma grand-mère me disait toujours que si quelque chose m'appelait depuis les bois et refusait de sortir de la lisière pour se montrer, je ne devais surtout pas le suivre. C'est similaire à ce dont ma grand-mère m'a mis en garde. J'aime la randonnée et c'est exactement ce que j'ai fait en camping, une randonnée dans une immense forêt sillonnée de petits sentiers. J'ai grimpé jusqu'au sommet d'une grande vallée, puis j'ai fait demi-tour. Sur le chemin du retour, j'ai fait une découverte terrifiante. La carcasse d'un canard gisait au milieu du sentier, la tête atrocement dévorée. Je me suis penché pour l'examiner et à cet instant, j'ai su que quelque chose m'observait, comme si j'étais dévisagé. J'ai détalé comme un cerf poursuivi par un loup. Pendant le reste du séjour, des choses étranges ont continué à se produire. Les chauves-souris me prenaient pour cible autour du feu de camp. Dès que je pénétrais dans un bois, tous les oiseaux se taisaient. De retour à la maison, tout était rentré dans l'ordre jusqu'à ma première promenade. Je joue à Pokémon Go et je me promenais près d'un bois non loin de chez moi quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. On aurait dit une amie. J'étais persuadé qu'elle me faisait une blague. Pourquoi serait-elle dans les bois à me demander de l'aide?
C'est là que je me suis souvenu de la mise en garde de ma grand-mère et je suis rentré. La semaine suivante, pensant que j'étais paranoïaque, je suis retourné me promener et la même chose s'est reproduite. Mais quand j'ai levé les yeux vers les arbres, ça s'est arrêté, comme si la voix savait que je l'observais. La semaine d'après, j'ai essayé de filmer, mais rien ne s'est passé. Ça s'est arrêté dès que j'ai appuyé sur enregistrer. Maintenant, ça arrive à chaque fois que je passe près de ce bois et je n'ai pas l'intention d'y aller, mais je veux savoir ce qui se passe. Je commençais à croire que mon amie me faisait une blague, mais hier, c'est arrivé de nouveau et je sais qu'elle est en voyage, donc ce n'est pas elle. Ma mère pense que ce sont des corbeaux, et comment un oiseau pourra-t-il connaître le surnom bizarre que me donne ma meilleure amie? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que je vais arrêter de suivre ce sentier, je ne lui fais plus confiance. Alors voilà, j'habite en Pologne et pendant les vacances d'hiver en février dernier, mon ami et moi avions prévu une randonnée au lever du soleil dans les montagnes au sud de notre ville. Malheureusement, elle m'a fait faux bond à la dernière minute, quelques heures seulement avant le départ. J'étais vraiment déçu, alors j'ai décidé de partir seul dans les bois de nuit. Avec le recul, je me rends compte que c'était une idée plutôt stupide. J'ai pris le premier bus disponible en pleine nuit et j'étais la seule passagère. Après que le bus m'ait déposé au pied de la montagne, j'ai commencé l'ascension. Pour information, il avait beaucoup neigé la veille et la nuit précédente. Il y avait donc une épaisse couche de neige fraîche. J'ai marché à travers la forêt, ma lampe frontale allumée, une luge dans une main et une bombe anti-ours dans l'autre, car j'aime être prudente et prête à toute éventualité. Dès le départ, j'étais un peu anxieuse et paniquée, car c'était la première fois que je randonnais seule de nuit. Du coup, je faisais exprès de faire beaucoup de bruit. Faire du bruit dans les bois alerte les animaux de la présence d'un humain, ce qui réduit les risques de surprendre un ours ou un autre animal sauvage, de l'effrayer et de provoquer une attaque. La première partie de la randonnée s'est bien passée. J'apercevais de temps en temps des yeux reflétant la lumière de ma lampe frontale dans l'obscurité des bois, mais c'est assez courant. Généralement, il s'agissait simplement de cerfs ou de renards. Voici maintenant la partie qui me fait remettre en question ce que j'ai réellement vu. Environ 40 minutes à 1 heure avant le lever du soleil, alors qu'il faisait encore nuit noire, je randonnais sur une portion très large et sinueuse du sentier. Soudain, j'ai aperçu quelque chose se déplacer à une vitesse incroyable juste au-dessus de moi. Impossible de bien voir, tant c'était rapide. J'ai donc pensé que c'était un cerf et je n'y ai pas prêté attention. L'instant d'après, une chose surgit devant moi, fonçant droit sur moi. J'ai paniqué. En une fraction de seconde, j'étais prêt à me battre pour ma vie, jusqu'à ce que je réalise que c'était un vieil homme sur des skis. Un immense soulagement m'a envahi. Tandis qu'il passait, j'ai ri sous l'effet de l'adrénaline et je lui ai dit à quel point il m'avait fait une peur bleue. Mais voilà le plus étrange. Juste après, il s'est arrêté derrière moi 1 seconde. J'ai essayé de distinguer quelques détails, comme ses yeux, mais je n'y arrivais pas. Il a juste laissé échapper un petit rire faible, creux et vide, puis il est reparti en ski. Après la randonnée, je n'y ai pas trop prêté attention, mais plus tard, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement. D'abord, son expression était totalement inexpressive, vide. Ensuite, ses traits étaient étrangement flous et difficiles à distinguer. Et puis j'ai compris, ce type descendait une montagne en ski, à travers une forêt dense, près d'1 heure avant le lever du soleil, dans une obscurité totale, et il n'avait aucune lumière, ni lampe torche, ni lampe frontale, rien. Pourtant, il descendait parfaitement dans le noir complet. Ça ne vous paraîtra peut-être pas si fou, mais pourquoi quelqu'un descendrait-il en ski avant le lever du soleil? Il aurait pu attendre un peu pour l'admirer, mais il a choisi de descendre dans le noir complet. Ça signifie aussi qu'il a dû remonter la montagne en ski toute la nuit. De plus, aucun autre bus ne circulait à ce moment-là, et il n'y avait aucune voiture garée sur le parking au pied de la montagne. Enfin, skier sans aucune source de lumière dans ces conditions est tout simplement impossible. Est-ce que je pense que c'était un imitateur? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas quoi penser. Je ne connais pas grand-chose à la mythologie, au paranormal et au folklore, mais je sais que près de l'endroit où je randonnais, il y a un sommet dont l'histoire remonte à 500 ans avant Jésus-Christ. Les premiers Slaves l'utilisaient comme fortification et comme lieu d'offrande et de sépulture.
Je passe beaucoup de temps dehors à faire de la randonnée, du kayak, du camping, de l'escalade, etc. J'aimerais croire qu'il y a des choses cachées dans les bois, mais personnellement, je n'ai jamais vécu d'expérience paranormale vraiment effrayante en forêt. J'étais scout et je suis très à l'aise en forêt. La seule fois où j'ai vraiment eu peur, c'était lorsque mon petit frère et moi sommes tombés nez à nez avec un ours au milieu de nulle part dans un canyon isolé. J'habite dans les monts Ozarks et je faisais de l'escalade dans les monts Boston, une sous-région des Ozarks, avec mon père. Il prend de l'âge, alors souvent quand on sort, il est trop fatigué et on rentre et je trouve autre chose à faire. En descendant vers le site d'escalade, j'empruntais un chemin de gravier avec de gros ravins et un virage serré. À cet endroit, il y avait quelques gros monticules de pierre. On aurait dit que quelqu'un avait fait un gros effort pour le rendre bien visible en y insérant des réflecteurs. Avec le recul, je me dis qu'il voulait peut-être juste éviter que les gens ne sortent du virage. Mais en Arkansas, il y a plein de sentiers non officiels, parfois juste balisés par ces amas de pierres ou du ruban réfléchissant, et ils mènent souvent aux plus belles cascades et aux plus beaux canyons de la région. Après l'escalade, j'ai demandé à mon père s'il voulait aller voir ce coin. Il me dit « Non, je suis trop fatigué, je rentre. J'ai 3 heures de route et je ne veux pas qu'il fasse nuit. » Je réponds « D'accord, pas de problème. » On remballe donc et je retourne en voiture à l'endroit que j'avais repéré en descendant. Il y a un petit parking près des balises, ce qui donne encore plus l'impression d'un sentier non balisé. Je me gare et sors mes affaires. En général, je m'équipe comme si j'allais me perdre. Sac à dos, poche à eau, allumettes étanches, trousse de premier secours, boussole, etc. Je sais que je m'étale un peu, mais je voulais juste préciser que je suis généralement quelqu'un de très préparé et rationnel. Même quand je randonne seul, j'emporte toujours quelque chose, au cas où je tomberais sur des individus louches au fin fond des bois. Je consulte une application de cartographie pour m'assurer de rester sur les terres du service forestier et de ne pas empiéter sur une propriété privée. Il semble y avoir un ruisseau qui descend une certaine altitude et une ancienne route sans nom qui y menait, partant plus bas sur la crête. Je me dis qu'ils ont dû la construire pour une raison quelconque. Je parie qu'il y a quelque chose de beau, comme une cascade, grâce au ruisseau et au dénivelé. Je descends donc cette petite colline dans la forêt de pins. Il est assez évident qu'il n'y a pas de sentier, même pas un petit chemin officieux. Ce n'est plus vraiment une route, plutôt un ancien chemin de quad abandonné depuis longtemps. De petits arbres ont poussé au milieu et des arbres abattus jonchent le sol, visiblement là depuis un certain temps. Je vois sur la carte que l'ancienne route se termine en cul-de-sac, environ 1 kilomètre plus loin, alors je me dirige vers son extrémité. À ce moment-là, la paranoïa commence à s'installer et j'ai lu trop d'histoires effrayantes. Pourquoi ces panneaux sont-ils là? Pourquoi cette route est-elle ici? Peut-être que des gens tiennent des réunions de secte dans cette forêt de pins sinistres. Peut-être que quelqu'un se cache ici et m'observe pendant ma randonnée. Alors je sors mon couteau de poche et je le tiens à la main. Généralement cela calme un peu ma peur car j'ai l'impression que je pourrais me défendre si nécessaire. Finalement j'arrive au bout de la route et il n'y a rien, elle s'arrête net. Bon, ça arrive parfois lors de ce genre de sortie. Mais je me dis qu'il fait beau, que je suis en pleine forêt et que j'aime être en forêt. Je sens aussi que la nature m'appelle d'une autre manière. Alors je quitte la vieille route. Elle descend une grande colline vers le ruisseau. Il n'y a pas de cascade d'ailleurs, juste un ruisseau. Je fais ce que j'ai à faire. Une fois terminé, je regarde la carte et il semble qu'en face de la route se trouve un autre point culminant. Je me dis que je pourrais aller explorer le coin et peut-être trouver d'autres endroits pour faire de l'escalade plus tard. Alors je me ferai un chemin à travers les pins, les arbustes qui m'arrivent aux genoux et le lierre qui recouvre tout le sol. J'arrive à l'endroit indiqué sur la carte et il n'y a rien d'impressionnant, juste un petit affleurement rocheux sans rien à escalader. À ce stade, la balade s'avère être un fiasco et je me dis qu'il est temps de rentrer. Je rebrousse chemin et je commence à avoir un mauvais pressentiment, comme si quelque chose m'observait. Je suis un peu paranoïaque, alors je fais ce que je fais d'habitude. Je cherche mon couteau fétiche, il n'est pas là. Tiens, je l'ai peut-être mis dans mon sac. Non, attendez, je l'ai posé par terre en faisant mes besoins. C'est embêtant, pas parce que c'est un couteau de luxe, loin de là, mais mon père me l'a offert quand j'avais 14 ans et je l'ai depuis 18 ans. Il a donc une valeur sentimentale. Je ne peux pas l'abandonner, alors je retourne à travers les broussailles jusqu'à l'ancien chemin et j'essaie de retrouver l'endroit où je l'ai posé. Je me souviens avoir été près d'un grand frêne sur le flanc de cette colline et je crois l'apercevoir. Je m'approche de l'arbre, mais il n'est pas là. Il y a une pente d'environ 180 mètres entre le ruisseau et l'ancienne route, et plusieurs grands arbres sont disséminés parmi les pins. Alors je me dis,
Bon, il n'est pas là, il doit être dans l'arbre d'à côté. Et je remonte la colline à reculons d'un grand arbre à l'autre, jusqu'à atteindre sur la carte un point où je sais qu'il était trop loin avant de quitter la route. Je répète ce cycle sans cesse. Je remonte l'ancienne route sur environ 400 mètres. Je la quitte, je cherche près des arbres, puis je reviens. J'ai aussi l'impression tenace que quelque chose veut que je sois ici dans les bois. Ça paraît bizarre, mais c'est la meilleure façon de l'expliquer. Je commence à paniquer et à m'énerver. J'ai l'impression de devenir fou. J'ai fait ce tour au moins 7 fois. J'ai fouillé chaque arbre de cette fichue colline et je ne le trouve pas. Je me suis mis à accélérer le pas lors de mes tours suivants, devenant plus imprudent. J'ai commencé à trébucher sur des pierres instables, à m'égratigner avec des ronces, etc. À un moment donné, j'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que du sang coulait le long de ma jambe jusqu'à ma cheville. J'avais dû m'accrocher à une ronce sans m'en apercevoir. Je me disais, encore un tour, et si je ne trouve pas cette fois, j'abandonnerai. Mais j'ai continué à faire ce tour, à remonter la route, à descendre et à fouiller chaque grand arbre. Je n'étais pas perdu, car je pouvais revenir par l'ancien chemin à tout moment, remonter la colline par laquelle je suis descendu et retrouver ma voiture. De plus, la localisation de ma montre fonctionnait parfaitement et l'application fonctionnait même sans réseau, donc je savais exactement où j'étais, mais je n'arrive littéralement pas à quitter les bois. Je veux tellement retrouver ce couteau, c'est une véritable obsession. J'ai l'impression qu'une présence m'observe et veut que je reste là, à faire cette même chose idiote jusqu'à l'épuisement, et je sens la fatigue arriver. J'ai chaud, je saigne, je n'arrête pas de monter et descendre des collines. J'ai vraiment envie de partir et de rentrer chez moi, mais je n'y arrive pas. Qui voudrait bien que je sois ici? C'est une idée saugrenue. Le soleil commence à se coucher et d'une manière ou d'une autre, je tente de me détourner de l'idée de retrouver ce couteau. C'est peut-être dramatique, mais je me mets à penser que mes parents ne sauront jamais ce qui m'est arrivé, que ma femme ne me reverra jamais, que mes chers chiens ne comprendront jamais pourquoi je ne suis jamais revenu. Et peut-être le pire, qu'est-ce qui m'attendra dehors à la nuit tombée? Vais-je finir par m'allonger sur les feuilles mortes à la tombée de la nuit et entendre vaguement quelque chose se faufiler entre les pins et les buissons denses, me cherchant, sentant la peur et le sang et sachant exactement où me trouver? Je sens que je perds pied, mais je me concentre intensément sur l'idée de ne jamais retrouver ce couteau et sur toutes les conséquences possibles de me perdre dans les bois à la nuit tombée. Alors je me dis qu'il est temps de me sortir de cette obsession du couteau. Je remonte la route, je monte la colline et je rejoins ma voiture. Malgré tout, une petite voix intérieure me répète sans cesse que je dois retourner chercher mon couteau. Et si ton père était blessé, que tu aies perdu son couteau, cherche encore un peu, je suis sûr que tu le retrouveras. Je suis presque de retour et je réalise que je suis épuisé physiquement et mentalement. J'ai l'impression d'avoir été dans un brouillard. Je parviens de justesse à rejoindre ma voiture. Je m'assieds et j'essaie de comprendre ce qui m'est arrivé. Combien de temps suis-je resté là-bas à tourner en rond? Je suis exténué. J'ai l'impression d'avoir échappé au pire. Je regarde autour de moi et il commence à faire sombre. J'aurais facilement pu rester coincé si j'étais resté un peu plus longtemps. Je passe en revue toutes les possibilités et je me demande si je n'avais pas simplement fait un coup de chaleur. Je connais les coups de chaleur et là, c'était différent, comme si j'étais traqué. Juste à ce moment-là, je capte un peu de réseau et je vois un appel manqué de mon père qui me demande si je suis bien rentré. Je le rappelle et lui dis que je viens de sortir des bois. Il marque une pause, puis il n'y a plus de silence. Il dit alors très lentement : « Quoi ? Tu étais dehors tout ce temps ? Je suis rentré depuis des heures. » Il m'explique que ça fait 6 heures qu'il est parti. J'ai tourné en rond pendant 6 heures, alors que normalement, ça ne prend qu'1 heure de marche. Là, je commence vraiment à avoir peur. J'ai l'impression que quelque chose rôde encore dans les bois et que j'ai failli y passer la nuit. J'ai le sentiment d'avoir échappé de justesse à une situation catastrophique et vraiment angoissante. Depuis cet incident, j'ai fait plusieurs randonnées et bivouacs dans les monts Ozarks, Boston. Il m'est arrivé de me perdre de façon étrange, avec l'impression de ne pas être seul. Mais cette fois-ci, c'était la première et de loin la pire.